Une goule, entièrement couverte de sang et d'abat pourri, qui sort en rampant d'un trou dans le sol. Garde forestier, quelles sont vos histoires les plus effrayantes ou inexplicables? Mon cousin est garde forestier. Il m'a raconté qu'une fois, il y avait cette femme qui avait disparu dans la forêt, et qu'on lui a demandé de l'aide pour la trouver. 4 heures plus tard, il ne l'avait toujours rien trouvé, puis soudain il a entendu un cri à glacer le sang. Il est tombé sur un type accroupi juste à côté de la femme disparue. Elle avait la gorge tranchée si profondément que sa tête ne tenait plus sur son cou. Il a maîtrisé le gars et a appelé la police. Malheureusement, ni lui ni moi n'avons pu trouver quoi que ce soit à ce sujet et mon cousin n'a pas suivi l'affaire après qu'ils aient arrêté le type. Je suis garde forestier à l'USFS depuis près de 15 ans, mais cette histoire se déroule environ 3 ans après mon arrivée. Nous recevions des appels au sujet d'un loup solitaire portant un collier qui traînait près des campings. C'est étrange, car les loups ne sont pas connus dans la région, mais lorsque vous travaillez sur le terrain assez longtemps, vous commencez à réaliser que tout est possible. Aucun appel n'avait fait état d'un comportement viol de la part de l'animal, Dieu merci. J'ai quitté la station vers midi pour aller voir les endroits où il avait été aperçu. J'ai erré pendant environ 3 heures, pas d'autres appels pendant ce temps, jusqu'à ce que je fasse une pause pour boire de l'eau. Je me suis assis, j'ai mangé un morceau, j'ai bu de l'eau et je me préparais à repartir lorsque l'animal est apparu à une vingtaine de mètres, trottinant près de la limite des arbres. Il semblait amical et avait le collier, alors je l'ai sifflé et il est venu vers moi. En regardant de plus près, j'ai vu que ce n'était pas un loup. Il était énorme, mais il était sombre et n'avait pas la bonne structure corporelle, bien que je puisse comprendre pourquoi cela aurait pu être déroutant à distance. J'ai signalé par radio que j'avais le chien avec moi, mais dès que j'ai dit que je le ramènerais, le chien s'est enfui. Comme s'il jouait à voir jusqu'où il pouvait me faire courir, comportement typique d'un chien. Je l'ai poursuivi et je jure que c'était un jeu de piste pendant au moins 5 minutes, alors que nous courions régulièrement à travers la forêt. S'il vous plaît, ne courez pas dans les bois si vous ne connaissez pas la région comme le dos de votre main. Le chien a enfin ralenti près d'un lit de rocher ou d'un ruisseau, et a commencé à faire les 100 pas autour d'un endroit. Je me suis approché et n'ai d'abord rien vu d'anormal, puis je l'ai remarqué, la végétation avait presque camouflé ce qui semblait être des os. Je l'ai immédiatement signalé et une autre équipe a été envoyée pour récupérer les restes. Lorsque je suis allé chercher le chien, il avait disparu. Mais honnêtement, ce n'était pas une priorité à ce moment-là. Il était assez amical, et je me suis dit qu'on le retrouverait plus tard. Les os ont été identifiés comme étant ceux d'un adolescent, mort d'une blessure par balle auto-infligée à la tête. Il avait été porté disparu dans la région bien avant que je ne devienne garde forestier, et il n'y avait pratiquement aucun espoir de le retrouver. J'ai parlé à sa mère au téléphone, elle m'a appelé pour me remercier personnellement, et elle m'a demandé comment j'avais trouvé son fils. J'ai mentionné le chien noir, puis j'ai pensé que j'avais dit quelque chose de faux car il y a eu une pause de son côté de la ligne. Après que j'ai donné quelques détails sur le chien, elle m'a expliqué tranquillement que son fils, qui avait du mal à établir des contacts avec des personnes, avait sombré dans une profonde dépression après la mort de son meilleur ami, le chien même qui m'avait conduit jusqu'à lui. J'étais le seul garde forestier d'un petit district du sud de l'Idaho. La ville la plus proche du poste de garde se trouvait à environ 1h30 de route. Après avoir emménagé dans le poste de garde, l'énergie solaire ne fonctionnait pas et je n'avais pas dormi pendant un mois en raison de divers facteurs, chauves-souris dans la cabane, quelque chose marchant sur la terrasse la nuit, etc. Les bois avaient toujours un air sinistre, contrairement à la forêt du sud-ouest à laquelle j'étais habitué. Environ 2 mois après le début de mon emploi saisonnier, j'ai commencé à entendre quelque chose marcher et gratter sur la terrasse la nuit, peut-être même sur la porte. Ce district était connu pour ses blaireaux et ses castors, je n'y ai donc pas prêté attention. Lorsque je quittais la cabane le soir, j'avais toujours l'impression étrange d'être observé. Un soir, alors que je rentrais de mon épicerie, j'y allais toujours le mardi soir, j'ai eu un mauvais pressentiment. À ce moment-là, je n'avais pas mon fusil de chasse dans le véhicule. Après être sorti du véhicule, j'ai regardé à droite de la cabane, à environ 15 mètres de ma porte d'entrée. Tout ce que je voyais, c'était 2 yeux à environ 3 mètres dans les airs. Dire que j'ai paniqué est un euphémisme. J'ai commencé à crier « Fous le camp d'ici », mais les yeux se sont accroupis et se sont rapprochés. À ce moment-là, j'ai compris qu'il s'agissait d'un gros animal, certainement pas d'un coyote. J'ai jeté un morceau de bois dans la zone concernée et la créature a fait un petit bond en arrière, mais n'a pas fait de bruit. J'ai lancé 4 ou 5 autres morceaux et la créature a continué à avancer. C'est à ce moment-là que j'ai tâtonné avec les clés, bien sûr la putain d'énergie solaire était de nouveau en panne. J'ai réussi à entrer et j'ai pris mon fusil de chasse, techniquement,
on n'est pas censé avoir d'armes dans les logements du gouvernement, mais qui vit dans l'arrière-pays et ne porte pas d'armes. Je suis sorti, la créature était un peu plus proche. Je n'arrivais toujours pas à bien voir avec ma lampe frontale de merde. J'ai chargé mon fusil et j'ai continué à lancer des morceaux de bois d'une seule main. Finalement, la créature est retournée dans les broussailles. Cette nuit-là, j'ai bu 4 bières et j'ai dormi avec mon fusil. Le matin, l'équipe de pisteurs est venue et nous avons trouvé des traces d'un gros animal devant la cabane, le banc à bascule et l'enceinte menant au ruisseau. Après cet événement, j'ai toujours entendu le rocking chair bouger et quelqu'un ou quelque chose marcher sous la cabane, mais je n'ai plus jamais trouvé de traces. Étant donné qu'il y avait toujours de la boue là-haut, c'était bizarre de ne pas trouver de traces. J'ai déjà été traqué par des lions de montagne et je n'ai jamais ressenti un sentiment aussi étrange que dans ces bois. Une fois, un prêtre français est venu où je bossais pour visiter une église abandonnée en plein milieu de la forêt. Il parlait anglais, mais ne parlait pas la langue locale, ne connaissait pas particulièrement la région, ni la culture locale, il était juste un étranger dans un endroit étranger. Peu après son arrivée, il disait avoir des visions d'un certain endroit pas très loin. Il disait que dans ses rêves il avait trouvé le corps d'un de ses amis décédés. Il a marché pendant des heures jusqu'à cette falaise isolée, qu'il a descendu jusqu'au corps gelé d'un ancien prêtre qui avait disparu plusieurs années auparavant. Je campais dans les bois. Le terrain de camping le plus proche du village était un dépôt de la garde nationale situé à environ 5 km de là. C'était la semaine précédant la fête du travail et le terrain de camping était complètement vide. Nous étions à moitié endormis dans notre tente lorsque nous avons entendu au loin ce qui ressemblait à un rire de petite fille. Cela a duré environ 1 heure. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'étais dans la forêt, en train de camper sous les belles forêts du Jersey. Nous avons monté le camp et discuté dans nos tentes en laissant le feu allumé pour pouvoir raconter de belles histoires effrayantes. Tout allait bien jusqu'à ce que nous entendions un bruissement dans un buisson. Nous pensons tous qu'il s'agit d'un de nos amis qui n'est pas revenu de la pause pipi, mais au moment où le buisson bruisse, nous voyons la silhouette d'une personne qui tourne autour de notre tente. Nous appelons notre ami, mais la personne ne répond pas et s'arrête sur place. Nous commençons tous à paniquer car la personne que nous voyons de l'extérieur ne peut pas être notre ami en raison de la différence de taille. L'un des membres du groupement en disant que nous sommes armés et que nous allons le tuer. Une bonne minute s'écoule avant que nous entendions tout ce que je peux décrire comme le cri le plus strident que j'ai jamais entendu et que le type se lève et s'en aille. La partie la plus effrayante de l'histoire est que notre ami qui était sorti aux toilettes dit avoir entendu ce cri mais n'a vu personne autour de la zone de camping ou même des empreintes de pas là où l'homme aurait dû se trouver. Nous étions également assez loin dans les bois, donc ce n'est pas comme si quelqu'un qui passait par là aurait pu nous trouver, du moins pas facilement. L'année dernière, j'ai fait du camping au début du printemps avec quelques personnes dans un endroit assez éloigné. Il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était une très belle région. 2 jours après le début de notre voyage, la chaise de camping d'un de mes amis s'est cassée et nous avons fouillé toutes nos affaires à la recherche de serre-câbles. Nous avons fouillé les tentes et les voitures, mais nous n'avions pas de serre-câbles. Nous l'avons donc laissé. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec ma tante qui tremblait légèrement, j'ai donc réveillé mon petit ami à côté de moi, nous avons ouvert la tente et c'était l'un de mes amis. Mon ami était en panique et disait qu'il ne pouvait pas respirer et que quelque chose l'étouffait. Nous avons donc utilisé une torche et, en l'éclairant sur son cou, nous avons trouvé 2 colliers de serrage noir, attachés autour de son cou. Ils étaient suffisamment serrés pour lui couper l'air. Le lendemain matin, nous avons demandé à mon ami si quelque chose dans sa tente semblait sortir de l'ordinaire. Il nous a répondu que lorsqu'il s'était réveillé cette nuit-là, sa tente était ouverte. Dans les années 70, mon grand-père avait un compagnon de chasse qui vivait en ermite dans les bois du nord-ouest du Pacifique. Lors d'une partie de chasse, il a séjourné avec lui dans sa cabane au fin fond des montagnes de la Cascade. Pas d'eau courante, pas d'électricité. À des kilomètres de la ville la plus proche ou d'une route goudronnée. Sa cabane était construite sur pilotis et en pente. Il y avait un balcon de 10 pieds à partir de la base des pilotis, sans escalier ni échelle pour y monter. Mon grand-père affirme qu'il connaissait cet homme depuis longtemps et qu'il n'avait pas du genre à mentir. Je sais aussi que mon grand-père n'a jamais été du genre à raconter des conneries. Un soir, pendant le voyage, ils se détendent à la cabane après une chasse et son ami lui dit que le Sasquatch est dans la région et qu'il faut faire attention en sortant la nuit. Pensant qu'il se moquait de lui, mon grand-père s'est esclaffé et n'a pas réfléchi à la question. Son ami a alors pris un air très sérieux et a attrapé quelques morceaux de fruits, de pain et de viande séchée qu'il a placés dans un bol. Il a emmené le bol sur le balcon et l'a posé sur le bord en disant « Il sera vide demain matin », puis il est allé se coucher. Il s'agissait d'une cabine d'une seule pièce à plancher ouvert,
d'une superficie d'environ 30 mètres carrés. Mon grand-père avait installé un lit de camp près de la fenêtre du balcon et a été réveillé au milieu de la nuit par des bruissements à l'extérieur. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a vu le bol vide. Aujourd'hui encore, il affirme avoir vu 4 doigts se poser sur le bord du balcon juste avant de lâcher prise. Il n'est plus jamais allé chasser dans cette région. Je ne suis pas garde forestier, mais mon petit ami de l'époque et moi faisions une randonnée dans les Rocheuses. Nous sommes tombés sur ce qui ressemblait à un petit silo. La porte était munie d'un cadenas mais n'était pas verrouillée. On aurait dit qu'elle avait été forcée. Nous étions curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon petit ami de l'époque l'a ouvert et à l'intérieur il y avait ce qui ressemblait à une chambre de torture. Une chaise avec des entraves et des chaînes qui partaient du plafond. Il y avait une trappe sur le sol et il était hors de question de l'ouvrir. Nous sommes retournés à notre voiture et nous sommes partis. Cela me donne toujours la chair de poule. Un jour je suis parti faire une randonnée d'un week-end à travers une forêt pas loin de chez moi, j'ai marché des kilomètres dans les bois et j'ai trouvé l'endroit le plus reculé dans la partie la plus sauvage et la plus envahie des bois. J'ai passé une nuit effrayante mais sans histoire jusqu'à l'aube où j'ai décidé d'aller me baigner dans le lac juste avant de repartir. Je me suis déshabillé et je me suis dirigé vers le lac, mais j'ai remarqué un groupe de pêcheurs et j'ai décidé de faire demi-tour. Soudain, le sol sous mes pieds s'est effondré et je me suis retrouvé immergé jusqu'aux aisselles dans la masse la plus répugnante que j'ai jamais sentie. Il s'agissait d'une fosse où les braconniers déversaient les tripes et les restes des cerfs chassés illégalement, et qui fermentaient pendant des semaines. Imaginez la scène, un groupe de pêcheurs à la ligne entend des cris impies provenant de la direction des bois et s'y précipite pour voir si quelqu'un a besoin d'aide. Ce qu'ils voient, c'est une goule, entièrement couverte de sang et d'abat pourri, qui sort en rampant d'un trou dans le sol, tout en hurlant, puis qui leur fonce dessus, pour se rendre au lac et se laver. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas tomber dans une fosse de tripes et de sang la prochaine fois que vous allez faire une randonnée. À la prochaine vidéo.